Mais si tout était faux, et si cette histoire, aussi belle soit-elle, n'était qu'une version terriblement simplifiée de la vérité? Si ce test mythique ne mesurait pas du tout ce qu'on a toujours cru? Et s'il révélait quelque chose de bien plus profond et surtout de bien plus utile sur nous? Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument de la psychologie. C'est un sujet que vous connaissez probablement parce qu'il est partout. Dans les bouquins de management, les conférences TED et même les conseils d'éducation. On vous a probablement raconté cette histoire un jour. Si à 4 ans, vous aviez résisté à un marshmallow, votre vie serait aujourd'hui une success story. De meilleures notes, une carrière plus brillante, une santé de fer, des relations parfaites. Une seule friandise posée sur une table il y a des décennies aurait décidé de tout. C'est une promesse fascinante, la clé du succès révélée par la patience d'un enfant. C'est l'histoire qu'on entend depuis un demi-siècle. Mais si tout était faux? Et si cette histoire, aussi belle soit-elle, n'était qu'une version terriblement simplifiée de la vérité? Si ce test mythique ne mesurait pas du tout ce qu'on a toujours cru? Et s'il révélait quelque chose de bien plus profond et surtout de bien plus utile sur nous? Bon, déjà, pour saisir l'ampleur du phénomène, retournons à la fin des années 60 sur le campus de l'université de Stanford. C'est là qu'un psychologue du nom de Walter Mitchell va imaginer l'une des expériences les plus célèbres de l'histoire. L'homme derrière le test, Walter Mitchell, est né à Vienne en 1930. Son histoire a sans doute forgé sa vision du monde. Cette expérience a certainement nourri son intérêt pour une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait que certains résistent à leur pulsion pour atteindre un objectif lointain alors que d'autres cèdent immédiatement? Le protocole du test qu'il met au point en 1972 est d'une simplicité totale. Imaginez la scène. Un enfant de 4 ou 5 ans entre dans une pièce. Sur une table, un marshmallow. L'expérimentateur lui dit « Tu peux manger ce marshmallow tout de suite, mais si tu attends que je revienne sans le manger, je t'en donnerai un deuxième. » L'adulte quitte la pièce pour une quinzaine de minutes, laissant l'enfant seul face à la tentation. Une caméra cachée filme tout. Ce qui se passe est assez fou. On y voit des enfants utiliser toutes les stratégies possibles pour résister. Certains se cachent les yeux, d'autres lui tournent le dos. Il y a ceux aussi qui chantonnent, se parlent tout seuls, se tirent les cheveux ou essaient de dormir. D'autres lèchent ou reniflent le marshmallow, cherchant à en avoir le goût sans y toucher. Et puis, il y a aussi, bien sûr, ceux qui craquent et mangent le marshmallow. Seul un tiers des enfants environ réussit à attendre pour avoir le deuxième. Si l'histoire s'était arrêtée là, ce serait qu'une anecdote mignonne, on est d'accord. Mais la vraie force du test, c'est ce que Mitchell et son équipe ont fait ensuite. Ils ont suivi ces enfants pendant des années, et les résultats ont été stupéfiants. 12 ans plus tard, les ados qui avaient attendu pour le deuxième marshmallow semblaient avoir une vie bien différente de ceux qui avaient craqué. Leurs parents les décrivaient comme plus compétents socialement, plus persévérants et plus aptes à gérer le stress. Surtout, leur score à l'examen d'entrée à l'université américaine était bien plus élevé. 30, puis 40 ans après, les différences étaient encore plus nettes. Les enfants qui avaient été plus patients avaient adultes de meilleurs diplômes, de meilleures carrières et de meilleurs salaires. Côté santé, ils avaient un indice de masse corporelle plus bas et moins de risque de développer des addictions. Des scanners du cerveau ont même révélé des différences d'activité dans les zones liées à la prise de décision et au contrôle de soi. À 32 ans, ceux qui avaient mangé le marshmallow tout de suite étaient plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé, des addictions et même un casier judiciaire. La conclusion semblait donc évidente. La capacité à attendre, testée à 4 ans, serait un très bon prédicteur de réussite. Voilà comment le mythe est né. La maîtrise de soi, c'est un super pouvoir inné. Soit on l'a, soit on l'a pas du coup. Mais en science, même les mythes les plus solides finissent par être questionnés. Et l'histoire du test du marshmallow, elle est loin d'être terminée. Pendant des décennies, le test du marshmallow a été la preuve ultime de l'importance de la volonté. Mais dans les années 2010, des chercheurs ont décidé de refaire les grandes expériences du passé. Et le test du marshmallow, c'était l'une d'elles. En 2018, un chercheur de l'université de New York, Tyler Watts, et ses collègues publient une étude au titre simple: revisiter le test du marshmallow. Leur but, c'est pas de détruire le travail de Mitchell, mais de le rendre plus solide. Mais ils ont pointé une faiblesse majeure dans l'étude originale, et c'est là que ça devient intéressant: l'échantillon.
Mitchell avait travaillé avec des enfants de la crèche de l'université de Stanford, un groupe assez petit et homogène, principalement des enfants de professeurs. Pas vraiment représentatif de la population, vous l'aurez compris. La nouvelle étude de 2018 a donc utilisé une base de données bien plus large, plus de 900 enfants issus de tous les milieux socio-économiques. Mais leur vraie innovation a été de contrôler les variables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire contrôler les variables ? Imaginez que vous testiez si avoir de grands pieds fait de vous un bon lecteur. Oui, j'ai que cet exemple. Vous trouverez une corrélation claire. Les gens avec des grands pieds lisent mieux. Pourquoi selon vous ? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Bon, avant de vous donner la réponse, sachez déjà que c'est une illusion. La vraie raison, toute bête, c'est l'âge. Les adultes ont de plus grands pieds que les enfants et ont eu plus de temps pour apprendre à lire. Donc, pour y voir plus clair, il faut donc comparer des gens du même âge. C'est ça, contrôler une variable. Bon, maintenant, revenons à l'étude du marshmallow. Watts et son équipe se sont demandé, est-ce que la patience prédit le succès ou est-ce qu'elle est juste le reflet d'autres facteurs, comme par exemple le milieu social et l'intelligence de l'enfant ? Les résultats ont fait l'effet d'une bombe à ce moment-là. Sans contrôle, ils retrouvent bien un lien. Les enfants patients avaient de meilleurs résultats à 15 ans. Mais le lien était déjà plus faible que dans l'étude de Mitchell. Puis, ils ont appliqué leur contrôle statistique en ajustant les calculs selon les revenus des parents, le niveau d'éducation de la mère et les capacités cognitives de l'enfant. Et là, la magie a disparu. Le lien entre l'attente et la réussite future s'est volatilisé. À milieu social et capacité cognitive égale, attendre 1 minute de plus pour avoir un marshmallow ne prédisait plus rien du tout en fait. Cette découverte a tout changé. Manger le marshmallow n'était peut-être pas un signe de faiblesse, c'était peut-être un choix parfaitement rationnel, dicté par l'expérience de la vie de l'enfant en fait. Un enfant qui grandit dans un foyer stable et aisé, où les promesses sont souvent tenues, a toutes les raisons de faire confiance à l'adulte qui lui promet un deuxième bonbon. Attendre ? C'est logique. La vie lui a appris que la patience, ça paie. Maintenant, imaginez un enfant issu d'un milieu précaire, un monde où les promesses sont souvent rompues, où la nourriture même peut manquer. Pour lui, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. C'est clairement pas juste un proverbe, c'est une règle de survie. La friandise devant lui est une certitude. La promesse d'un étranger est une inconnue. Manger le marshmallow tout de suite, c'est pas un échec, c'est une décision stratégique et intelligente. Le test ne mesurait donc pas la volonté, il mesurait surtout la confiance, le statut social et le capital économique de l'enfant. Les enfants de milieux favorisés n'étaient pas meilleurs pour attendre, ils avaient simplement plus de raisons de croire que ça valait le coup. Walter Mitchell lui-même avait d'ailleurs commencé à nuancer ses propos avant sa mort en 2018, admettant que la confiance en l'expérimentateur était en réalité un facteur clé. Il avait mené des variantes où l'adulte tenait ou rompait une promesse avant le test. Sans surprise, les enfants trahis par un adulte n'attendaient quasiment pas. Mais cette révélation, c'est une excellente nouvelle. Car si la maîtrise de soi n'est pas un don inné, alors c'est une compétence. Et qui dit compétence dit apprentissage. Et en parlant d'apprentissage, si le sujet vous plaît et que vous avez envie d'en voir d'autres comme ça, je vous laisse vous abonner à la chaîne. C'est un énorme soutien pour moi, alors merci à tous ceux qui le feront. Bon, reprenons. L'effondrement du mythe nous sort de l'idée que nous sommes nés bons ou mauvais en volonté. La question n'est plus « suis-je patient ?», mais comment est-ce que je peux devenir patient du coup ? Et c'est là que le travail de Walter Mitchell, au-delà des gros titres, devient incroyablement utile. Car Mitchell ne s'est pas seulement demandé si les enfants attendaient, mais comment ils faisaient pour attendre. En analysant les vidéos, il a identifié les stratégies que les plus patients utilisaient. Et ces stratégies sont des techniques que tout le monde, enfant comme adulte, peut apprendre. La première grande stratégie, c'est la distraction. Les enfants qui réussissaient ne fixaient pas le marshmallow en se répétant « ne le mange pas ». Au contraire, ils chantaient, jouaient avec leurs doigts, se cachaient les yeux. Ils créent en gros une distance mentale et physique avec la tentation. Pour nous, du coup, adultes, c'est une leçon fondamentale. Nos marshmallows sont à peu près partout. Tenter de résister par la seule force de la volonté, c'est épuisant. La distraction, c'est bien plus efficace. Il ne s'agit pas d'avoir une volonté d'acier, mais de rendre la distraction plus difficile d'accès. Vous savez très bien ce qu'on dit. Loin des yeux, loin du cœur. Bon, je sais pas si ça s'applique trop bien à ce cas, mais vous avez compris. La deuxième stratégie,
la plus subtile, c'est la restructuration cognitive ou la différence entre les pensées chaudes et froides. Une pensée chaude, ça se concentre sur les qualités désirables de l'objet. Exemple, le marshmallow, il est doux, sucré, délicieux. C'est jeter de l'huile sur le feu. Une pensée froide se concentre sur ses qualités abstraites et non émotionnelles. Mitchell, il a testé cette idée. Aux enfants à qui il demandait de penser à un marshmallow comme à un nuage de coton blanc, il a vu leur temps d'attente s'allonger considérablement. Je sais pas comment ça a fonctionné personnellement, parce que je sais pas vous, mais moi-même un nuage de coton blanc, ça me donne carrément la dalle. Mais bref. Vous essayez d'arrêter de fumer, la pensée chaude, ce serait une cigarette. Ce serait tellement relaxant. La pensée froide, ce serait c'est un cylindre de papier rempli de 4000 produits chimiques. Ça donne moins envie. Vous voulez manger plus sainement, la pensée chaude face à un gâteau, c'est ce glaçage a l'air tellement bon et onctueux. La pensée froide, ce serait c'est un assemblage de sucre et de graisse qui va provoquer un pic d'insuline et du coup un coup de barre clairement dans 1 heure. Voilà. Apprendre à recadrer mentalement nos tentations, c'est la clé selon lui pour reprendre le contrôle. 3e leçon, elle concerne l'environnement. Les enfants qui réussissaient modifiaient activement leur environnement, ne serait-ce qu'en se retournant. La maîtrise de soi, c'est pas forcément une bataille interne, hein. C'est aussi une question d'architecture de nos choix. Comme le dit James Clear dans Atomic Habits, le bouquin que vous avez peut-être déjà lu, il est plus facile d'adopter un bon comportement dans un environnement qui nous y pousse. Vous voulez manger plus de fruits? N'achetez pas de chips et mettez une corbeille de fruits à disposition en évidence. Vous voulez faire du sport le matin? Préparez vos affaires la veille, au pied de votre lit. Chaque petite friction, en gros, pour accéder à une mauvaise habitude, c'est une victoire. Enfin, le test, il nous montre que la gratification différée n'est pas un but en soi. Les enfants attendaient parce qu'ils voulaient 2 marshmallows. La récompense future, elle était plus désirable. Pour nous, ça signifie que pour résister, il faut une vision claire et motivante de notre objectif. Économiser de l'argent, c'est vague. Mettre de côté 200 € par mois pour ce voyage au Japon prévu dans 2 ans, c'est beaucoup plus désirable et beaucoup plus cool. Quand le pourquoi est assez fort, le comment devient beaucoup plus simple d'une certaine manière. Donc la question qui reste centrale est comment équilibrer les désirs du présent avec les besoins du futur? La réponse ne réside pas dans une volonté magique, mais dans des stratégies conscientes. Le test du marshmallow n'a jamais été une histoire de bonbons. C'est une histoire de choix, de stratégie, de vision à long terme. Bon. Personnellement, ce qui me marque le plus dans toute cette histoire, c'est pas forcément le marshmallow. Ce n'est même pas l'étude. C'est notre besoin presque obsessionnel de croire qu'il existe un indicateur simple de la réussite humaine. On adore les raccourcis psychologiques, je crois. On adore les expériences qui tiennent en une phrase. On adore l'idée qu'un comportement observable, en quelques minutes, puisse révéler quelque chose d'essentiel sur une personne. Mais la vérité, c'est que ce que cette expérience révèle surtout, à mon sens en tout cas, c'est notre tendance à confondre corrélation et explication, mais aussi notre tendance à moraliser les comportements. On a transformé l'attente en vertu, on a transformé l'impulsivité en défaut, comme si la vie était un simple duel entre discipline et faiblesse, alors qu'en réalité, nos décisions dépendent de notre histoire, de ce qu'on a appris sur le monde, de ce qu'on croit possible. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que le mythe initial, parce que ça nous oblige, d'une certaine manière, à sortir d'une vision binaire de l'être humain. On n'est pas soit bon en volonté ou mauvais en volonté. On est influencé, on est adaptatif, on est stratégique, parfois sans même en avoir conscience. Et ça change la manière dont on se juge, je trouve. Personnellement, le test du marshmallow, je trouve qu'il devient plus puissant quand on cesse de l'utiliser comme un outil de classement et qu'on le voit comme un outil plutôt de compréhension. Il ne dit pas « voici ceux qui réussiront », il dit « voici comment le contexte façonne nos choix ». Et ça, c'est beaucoup plus profond. Parce que si nos décisions, elles sont façonnées par notre environnement, alors on peut agir sur cet environnement. Et ça, c'est très cool. Je pense aussi qu'on fait souvent une erreur quand on parle de maîtrise de soi. On la voit comme une lutte héroïque contre nos pulsions, comme un combat intérieur permanent. Alors que parfois, on l'a vu, la solution n'est pas dans la force, elle est dans la structure. En réalité, ce que je retiens de toute cette histoire, c'est pas une leçon sur la réussite, c'est plutôt une leçon sur la complexité humaine,
La science avance, elle corrige, elle nuance. Les récits simplifient, amplifient, dramatisent. Entre les deux, il y a nous, qui essayons de comprendre ce que ça dit sur nos propres choix. Et peut-être que la vraie maturité, c'est pas d'attendre pour avoir un marshmallow, c'est d'accepter que notre comportement n'est jamais simple, ni entièrement déterminé, ni entièrement libre, mais quelque part entre les deux. Et c'est précisément dans cet espace-là que se joue notre capacité à évoluer. Donc, tout n'est pas inné, tout peut évoluer, tout peut changer. Voilà ce que je retiendrai de cette histoire. Bref, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner. À vous abonner, c'est mieux. Et moi, comme d'habitude, je vous récupère pour vous dire au revoir. Eh bien, écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous.